BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture. On va prendre 7-8 minutes pour parler de cette bande dessinée qui s'appelle Philosophix, sous-titre La philosophie autrement. On est en ligne avec Étienne Garcin, qui est l'auteur, le scénariste de cette bande dessinée. Les dessins sont signés Adam. Bonjour Étienne Garcin, merci d'être avec nous. La bande dessinée, c'est une porte d'entrée qui est peut-être plus facile que le cours de philosophie traditionnel qu'on a connu lorsqu'on était au lycée ou au début de ses études supérieures? Incontestablement, oui. D'abord parce que la bande dessinée raconte des histoires. Et quand on se plante devant une classe et qu'on dit bien on va travailler sur le doute méthodique chez Descartes, on n'est pas sûr d'avoir 100% d'attention. En revanche, quand on commence en disant bien il était une fois René Descartes avec un morceau de cire, et là on a vraiment, vraiment l'attention. Donc la BD sert à raconter des histoires et par conséquent, voilà, c'est dans son ADN, faut l'utiliser. Oui, alors c'est important ce terme d'histoire que vous employez. Moi, j'aurais employé peut-être le terme de parabole ou d'anecdote imagée, parce que c'est un petit peu ça aussi le point de vue. Il y a déjà eu des bandes dessinées sur les grandes théories philosophiques, mais ce que vous proposez, c'est de partir effectivement de petits récits, de petites anecdotes, de petites situations qui ont été vécues par les philosophes et qui permettent de s'élever au niveau du concept. J'ai bien compris ? Oui, absolument. Vous savez, en philosophie, en général, l'histoire, l'anecdote, comme vous dites, l'allégorie ou le mythe, arrive en deuxième position après le raisonnement. Par exemple, dans la République de Platon, Socrate n'arrive plus à expliquer ce que c'est que la justice, alors il raconte l'allégorie de la caverne. Alors, c'est un petit peu en désespoir de cause, si vous voulez. Moi, je pense qu'on peut inverser les choses en racontant d'abord l'histoire. Moi, je suis un peu un fou d'histoire, de narration, d'allégorie, de contes. Et puis après, le proposer effectivement au lecteur, aux lectrices, pour interprétation. Et les interprétations sont multiples en plus. J'aime bien ça, parce que ça ne fiche pas le sens. Ça peut être intéressant aussi de se plonger dans l'histoire des philosophes eux-mêmes, comment ils ont élaboré finalement ces petites histoires et leurs théories. Ouais. Alors il y a une dizaine de chapitres, donc il y a la caverne de Platon qui est évidemment l'allégorie la plus connue, et c'est par ça que d'ailleurs s'ouvre la BD, mais il y a le puits de Thalès, qui sait que Thalès était tombé dans un puits, il y a les poires d'Augustin, il y a le roseau de Pascal, il y a une rencontre de Sartre avec un garçon de café, et puis il y a la tique, je parle bien du petit insecte, avec Deleuze à la fin. À chaque fois, on peut partir de ces anecdotes ou de ces allégories ou de ces mythes pour aller plus loin et découvrir la pensée des auteurs. C'est ça le cheminement que vous nous proposez. On va prendre un petit exemple. Le garçon de café de Sartre, par exemple. Donc c'est Jean-Paul Sartre avec Simone de Beauvoir qui sont dans un café, si je me souviens, c'est le café de Flore, donc vraiment le café parisien typique. Et Sartre observe un garçon de café. Qu'est-ce qu'il tire de cette observation ? Alors, ce qu'il observe, c'est que le garçon de café a, dans sa manière de servir les clients, quelque chose d'excessif, de théâtral, comme s'il voulait incarner pleinement ce rôle de garçon de café. Et la question que se pose Sartre, qui est au cœur de l'existentialisme, un moment très fort pour lui, c'est de se demander où est la vérité du moi de cet homme-là. Est-ce qu'elle est dans ce rôle qu'il joue ? Est-ce que c'est une certaine manière de dire aux gens autour de lui, non, je ne suis pas un garçon de café, je suis autre chose qu'un garçon de café, peut-être mieux qu'un garçon de café s'il a des préjugés à l'égard des garçons de café. Et par conséquent, Sartre en vient à se demander, mais à quel moment sommes-nous nous-mêmes ? À quel moment sommes-nous dans notre vérité ? Vous voyez ? Donc je trouve que c'est une histoire très actuelle, parce qu'après tout, la société nous contraint à jouer un certain nombre de rôles, et voilà, ça nous confronte finalement à cette façon que nous avons d'être dans le monde et à incarner peut-être à chaque fois une posture, en quelque sorte. Et tout ça, ça part juste de l'observation d'un garçon de café. Et donc c'est une anecdote tout à fait authentique qui est dans L'être et le néant et qui occupe beaucoup Sartre dans sa réflexion sur le moi. Ouais, alors on croise évidemment Nietzsche avec un danseur, on croise Descartes avec le fameux je pense donc je suis, que vous nous décortiquez. Petite parenthèse, vous êtes professeur en classe de lettres supérieures en France. Ça existe, il n'y a pas l'équivalent en Belgique, mais ça veut dire que vous êtes un professeur qui enseigne à des futurs professeurs de philosophie. Est-ce que dans cet ouvrage-là, vous vous adressez pas tout à fait, j'imagine, à vos élèves, mais plutôt à ceux qui ont pensé que la philosophie, c'était pas pour eux ?
Oui, je n'ai pas du tout voulu faire un ouvrage universitaire ou. En revanche, la pédagogie que j'emploie en classe préparatoire est tout entière dans l'album. Maintenant, j'ai voulu faire un album très ouvert. Et une de mes grandes satisfactions, c'est de voir des jeunes lecteurs et lectrices de 15 ans qui s'en saisissent. Hein. Il s'agit au contraire, oui, tout à fait, de ne pas rendre la philosophie trop intimidante, de l'incarner, d'aider et d'être. D'ailleurs, je me suis dédoublé dans l'album. Il y a Oui, un personnage on vous voit dessiner régulièrement. Hein. Dans chaque chapitre, vous apparaissez et vous nous emmenez. Ouais. Vous êtes un petit peu le fil rouge, hein, d'une époque à l'autre. Exactement. Il ne faut pas oublier que dans pédagogue, à gauche, j'emmène, j'entraîne, et l'idée que je sois plus un guide qu'un professeur me plaît bien. Et n'importe quelle personne, voilà, quel que soit son niveau, peut très très bien me suivre s'il le veut bien. Ouais. Il y a quand même quelque chose moi, qui m'a assez frappé dans toutes ces pérégrinations avec toutes ces déambulations avec les philosophes, ce sera plus facile à dire quand on a un masque. Ouais. C'est aussi la place de l'être humain par rapport à la nature et par rapport aux animaux. Donc il y a ça très clairement dans le dernier chapitre, la tique de Deleuze. Il y a ça aussi avec Descartes. Enfin, ça revient vraiment un petit peu d'un chapitre à l'autre. Est-ce que c'est le fondement de la philosophie ou c'est plutôt une des grandes questions que Étienne Garcin se pose? C'est quoi ma place en tant qu'être humain dans la nature et c'est quoi la différence entre un homme et un animal? Alors, je vais commencer par votre deuxième proposition. C'est sûr que c'est un engagement très personnel. Et cette bande dessinée, je l'ai voulu extrêmement personnelle. Je suis très engagé dedans, très présent. On y croise ma fille, par exemple. Enfin, voilà, il y a un engagement. Donc ça, c'est une vraie question qui a surgi chez moi il y a une dizaine d'années. Et du coup, je me suis évidemment plongé dans la philosophie contemporaine. Et on a de grands penseurs, de grandes penseuses. D'ailleurs, je pense à Elisabeth de Fontenay, par exemple, Corinne Pelluchon, qui nous emmènent sur ce terrain que finalement la philosophie a un peu ignoré, pas complètement, un petit peu ignoré. Et en fin de compte, c'est une problématique très contemporaine. Et donc, je suis très content que dans l'album, il était possible, avec la complicité d'Adam, qui est un formidable dessinateur, et spécialement d'animaux, de faire rentrer dans le champ philosophique une problématique comme celle des animaux, vous voyez, qui n'est pas la problématique la plus connue en philosophie. Hein. Ce n'est pas forcément celle qu'on étudie en classe de terminale, par exemple. Ouais. Et sur la place de l'homme dans la nature, ça c'est plus classique. Oui, mais justement, l'animalité, la question de l'animalité, c'est le 10e chapitre, c'est pour ça que j'y tenais beaucoup. L'animalité nous a obligés à repenser notre place dans le monde, si vous voulez. Et ça, cet album est très actuel en cela qu'il nous confronte au mystère de notre nouvelle place dans un monde qui est très instable, qui est très ouvert et qui nous pose beaucoup de questions à partir du moment où on invite les animaux dans notre univers de pensée. Alors, on va préciser qu'en plus de cette BD, il y a des séances vidéo sur YouTube, hein, sur le site Les Arènes du Savoir. J'ai envie de vous poser la question suivante. Là, on est quand même très dans la philosophie classique, dans la phénoménologie. Est-ce qu'un jour, vous allez aller vers la philosophie politique, vers l'esthétique, vers d'autres pans de la philosophie que vous n'avez peut-être pas explorés dans ce tome-là? Alors, là, les limites de l'exercice, c'était dans cette centaine de pages, de mettre 10 anecdotes. Alors moi, c'était un choix terrible, il a fallu que j'en laisse de côté. Oui, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. J'inviterai d'autres philosophes avec d'autres histoires Oui, du côté de la politique, on a vraiment le choix. Hein. Je pense à Schopenhauer avec les porcs-épics, par exemple. On a vraiment le choix. Hein. Donc vous avez encore des anecdotes en stock? J'en ai une trentaine qui attendent, qui sont déjà en écriture. Donc il y a vraiment l'embarras du choix. Voilà, donc on a passé le message à l'éditeur. L'éditeur, c'est Les Arènes BD. La philosophie autrement, c'est philosophique, c'est Étienne Garcin avec le dessinateur Adam. Ça sort maintenant. Si vous avez des petites révisions pour la fin de l'année en philosophie, ça peut vous aider à peut-être saisir les concepts qui vous semblent un petit peu abscons. Merci beaucoup, Étienne Garcin. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.